Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous, on vous retrouve comme d'habitude pour notre émission quotidienne. Bonsoir Enso. Bonsoir Carlila. Comment vous allez après Super bien, super bien. cette bac week-end Très footballistique et en même temps congolaise. Donc je profite de l'occasion pour saluer toutes les populations du Congo-Brazzaville et également tout l'univers footballistique. Bonsoir Président. On parle de nouvelle footballistique. Le Président a mis une tenue de Pep Guardiola, là, on dirait. Ouais, oui, c'était important. Nous préparons pour le mondial. Ah, d'accord. Donc c'est une reconversion en cours? Non, ce n'est pas une reconversion. Je me mets dans la peau tout simplement de l'instant footballistique qui va être pour le mois de juin. Donc c'est normal. Vous serez aux États-Unis J'essaierai de trouver les moyens d'être aux États-Unis pour accompagner la sélection ivoirienne et puis la pousser jusqu'au bout. D'accord, mon Président. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Khalil. Vous allez bien? Écoute, ça va, hein. On est là, je suis venu aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, vous êtes beaucoup à Paris cette fois-ci. Hein? Oui, quand même, Je pense il faut régler. Il y a beaucoup d'argent. Il y a domicile chez moi là. Non, mais à la longue, ça commence un petit peu à peser. Ah bon. Bonsoir Norbert. Bonsoir Carly. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, on va débuter avec... D'un jeune poussin vêtu. Ah oui, c'est vrai. Avec l'actualité. Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Allô, mais vous êtes où là? Attendez, je vous vois plus. Je pense qu'on a une coupure d'électricité. Il y a des délestage ici à Paris aussi. C'est quoi tout ça? Non, mais ça c'est... Je n'arrive même plus à voir le jeune poussin de Norbert. On me signale la régie. Bienvenue en Corée d'Ivoire. La régie me signale qu'il y a une coupure d'électricité. Est-ce qu'on on fait une pause technique? On essaie de revenir. Ça a coupé? Non, mais c'est pas possible. Ah, Pourquoi? C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est une coupure d'électricité? C'est dû à quoi? C'est pas la CU ici? Nos blagues sur Ouattara qui ont... Arrêtez-moi tout ça. Nous implorons la miséricorde du président. Du dieu électrique. Attendez, priez un petit peu, ça va peut-être revenir. Bon, en attendant... Bon, on supplie Délestron de nous lâcher. Il y a même un personnage Délestron, ouais, Délestron. Moi, je trouve que vous le prenez très bien. Hein, Ah bah, c'est bon, c'est revenu. Je pense que... voilà. Bon, voilà. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que la lumière est revenue. heureusement pour tous. Bien sûr, parlons de cette déclaration de Jean-François Kouassi qui a fait l'actualité hier sur nos réseaux sociaux. Jean-François Kouassi, effectivement, qui a manifesté son mécontentement face aux coupures intempestives. Il s'est directement adressé au chef de l'État en ces termes. Je ne vais pas tout lire, excusez-moi, je pense que vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux. Il a au moins déclaré que nous venons de passer une énième nuit dans le noir et les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président est en train de voyager à l'autre bout du monde aux frais du contribuable ivoirien en nous abandonnant à notre sort. Président Jean-Paul Leroux, où est-ce que vous pensez que Jean-François Kouassi, le président des jeunes, est allé un peu trop loin? Bon, Jean-François Kouassi, pour moi, bon, c'est vrai, hein, sa déclaration, sa publication, qu'il a d'ailleurs retirée au bout de plusieurs modifications, intantinée, impertinente, mais elle n'est pas irrévérencieuse. Impertinente parce que l'impertinence, c'est bousculer les codes, sans renverser la table. Mais l'irrévérence, c'est renverser carrément le sacré. Pour moi, il n'aurait pu se passer de cette publication. Il a compris, il a retiré. Ce n'était pas opportun. Il y a une autre façon de s'adresser au président de la République, surtout quand on veut que son président nous écoute. Il y a une autre façon de s'adresser à quelqu'un. Quand on frappe à la porte de quelqu'un avec respect, c'est avec respect qu'il nous ouvre la porte, certainement pour nous écouter. Je pense que ce n'était pas utile pour Jean-François Kouassi lui-même, mais en même temps, quand je lis des partisans du RHDP descendre sur Jean-François Kouassi, oui, notre papa, le président Alassane Ouattara, il le prenait tous les Ivoiriens. Il ne faut pas que les militants du RHDP s'imaginent qu'il est le leur. Donc, bon, pour moi, voilà pourquoi j'insiste pour qu'on passe à une 4e République, pour que le président de la République ne soit plus président d'un parti politique, parce que ça sème beaucoup de confusion. Lorsque certaines personnes s'adressent au président de la République, il y a une partie des Ivoiriens qui s'imaginent que c'est une atteinte à l'honorabilité de leur chef. Bon, ce n'est pas le cas, mais bon, j'imagine que cette révolte
temporaire de Jean-François Kassi a été comprise par les autorités ivoiriennes et que c'est le fond qui est le plus important et non la forme. Effectivement. Norbert. Non mais je rêve ou quoi? J'ai bien entendu le président de tous les journalistes de l'univers et de nationalité ivoirienne dire que Alassane Ouattara était le président de tous les Ivoiriens, mais j'ai encore à l'oreille les déclarations du président Ouattara pendant la campagne électorale en train de traiter certains de ses concitoyens de chiens. Et ça n'est pas chien 52 que je suis, chien 53 et chien 54 ici présents sur ce plateau qui aboieront le contraire. Ouattara récolte ce qu'il a semé. Non, vous ne trouvez pas traiter certains de ses compatriotes, et ça, objectivement, Jean-Paul Aureau ne peut pas dire le contraire, de chiens, voilà le résultat. Les chiens commencent à montrer les crocs. D'ici à ce qu'ils aboient, il n'y a qu'un pas. Quand vont-ils le franchir? J'en sais rien, mais enfin, c'est mal parti, quoi. C'est incroyable. Dire le président de tous les Ivoiriens, je suis désolé, mais là, tu perds la raison, mon cher. C'est le président de tous les Ivoiriens. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire passer des unes. Hein, d'accord, il fut un temps en Côte d'Ivoire où le journal Le Patriote. Si, allez, ils vont l'envoyer les Voilà, qu'ils affichent hein, cette fameuse une Gbagbo ou un autre courant, d'accord, 0, d'accord. Il y avait aussi Pitié, les Ivoiriens souffrent. Gbagbo, l'homme qui a tout détruit. Les experts du RDR dénoncent la mauvaise gestion. Voici les solutions d'Ado pour sauver l'électricité. Gbagbo, le Hitler noir. Voilà, découvrir les similitudes frappantes entre les deux dictateurs. Ça, c'était en fait un journal qui n'était pas du pouvoir. C'était un journal d'opposition. Ça existait en Côte d'Ivoire et ce journal n'a jamais été fermé. Peut-être, certainement, ils ont eu à payer des amendes. Donc, je parle d'une... Même si je n'encourage pas ce genre d'une, mais je peux dire qu'au niveau, quand même, en Côte d'Ivoire, on a rétrogradé. Parce que je lis ce que Jean-François Kwasi dit, c'est l'expression « se pavaner » qui aurait choqué des gens. Mais on tombe des nues en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, j'ai pas envie de dire des mots, mais c'est d'une débilité. Excusez-moi, mais je comprends pas. Et des intellectuels, des gens s'asseyent, même ils discutent de cela. Mais franchement, on est où? Mais si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'arrive plus à s'exprimer, mais c'est quoi le fond? Pourquoi a-t-il sorti cela? Mais il sort cela parce que le monsieur, il est dans le noir depuis 24 heures. Il se fait bouffer par des moustiques. Dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et des gens s'indignent. Même des intellectuels, j'ai vu des enfants qui sont à l'université faire des vidéos pour parler de cela. Mais on est où? Mais même sous le parti unique, je ne pense pas que sous le parti unique, l'expression se pavaner était le fait de mettre une épée de Damoclès sur la tête. Et on voit des intellectuels, on voit des gens, mais je n'ai même pas envie de dire même pas des ministres, des médecins, des avocats, des gens essayent de justifier. Et des gens justifient. Non mais la Côte d'Ivoire mieux que cela. Lisez le fond de ce qu'il dit. Il parle même de la crise cacaoyère. Il parle des différentes crises qu'on vit. On a l'impression que quand ces gens-là étaient dans l'opposition, ces personnes-là savaient ce que c'était que critiquer. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, même quand on tousse, il faut qu'on demande comment on doit tousser pour que cela soit accepté par la République. Mais moi, j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Et je le dis parce que c'est mon pays d'origine. J'ai vraiment honte. Mais on ne sait plus comment parler. On parle, on devient des parias. Mais on n'a pas mieux à faire. En 2016, le même Alassane Dramane Ouattara s'est pointé devant tout le monde pour dire « Lui, chez lui, il éteint la lumière ». Et quand Dominique doit sortir, il demande à ce qu'on éteigne la lumière. Il a même dit qu'il allait libéraliser le marché de l'énergie. Non, le marché de l'énergie. Parce qu'à cette époque, on a critiqué des gens qui ont renouvelé le marché de l'énergie à Bouygues. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient contre la France. Lui, il est venu, il a dit, il va ouvrir. C'était en 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2026, 10 ans. Aucune concurrence sur le marché. Monopole de la CIE, ils font ce qu'ils veulent. Souvent, ils donnent des explications 48 heures après. Comme ce fut le cas, ils disent non, ils avaient un problème d'un émetteur qui aurait brûlé quelque part. Ou même des adultes viennent se mettre là, ils disent que quand il pleut, il faut qu'on coupe le courant pour garder... Mais c'est n'importe quoi. Moi, je ne vais pas faire la langue de bois, je ne vais pas être hypocrite. Parce que des gens paient leurs factures. Et ils paient leurs factures à prix d'or. Parce que ces Ivoiriens-là, on ne les entend pas. Ils souffrent tous les jours. Donc, il ne faut pas venir ici pour essayer de passer la pommade pour dire « Oui, Ouattara est comme ci, comme ça ». Franchement, c'est une honte. Et vraiment, c'est une honte pour ces gens-là. Parce qu'ils nous ont cassé les pieds pendant près de 20 ans. J'ai dit dans un post sur Facebook, il dit « Souvenez-vous de la bouche pimentée de Jean le Baptiste et du sort qui lui a été réservé ». Voilà. Encouragez donc le petit dans ses déclarations tapageuses. Khalil, moi je pense qu'il faut qu'on sorte de cette mystification de la fonction présidentielle là. C'est n'importe quoi. Le président, c'est le premier employé du peuple. Il travaille pour nous. Donc quand l'employeur n'est pas content, il fait savoir à l'employé que je ne suis pas content. Maintenant là, on nous fait comprendre que pour parler à l'employé, il faut trouver des mots
comment est-ce qu'on doit dire à l'employé que ce que tu fais là, c'est pas comme ça, ça doit marcher. Mais on a vu ici dans ce pays, il y a des gens, on dit, mais il faut savoir parler au président. Mais ceux qui disent ça là, comment est-ce qu'ils ont, depuis on est là, ils ont parlé comme au président, puis ça a marché, ils ne l'ont jamais fait. Donc quand quelqu'un a le courage de venir expliquer, ou bien de venir dire ouvertement les problèmes que traversent, et puis les problèmes que traversent les Ivoiriens là, c'est pas un problème que traversent les gens du PPACI ou bien les gens du PDCI, c'est tout le monde. Donc c'est un coup de gueule qu'il a poussé à l'endroit du président, mais pour tous les Ivoiriens. Et quand on a des gens qui essaient quand même de, c'est-à-dire disent que bon, le jeter en partie, faire comprendre qu'il n'aurait pas dû faire cela, et même d'autres même poussent le bouchon un peu plus loin, demandant à ce que ce dernier-là, il retourne en prison pour qu'il puisse prendre conscience. À un moment donné, il faut arrêter. Le président de la République, c'est notre employé. Il doit travailler pour nous. Et si on constate que l'employé même est plus à l'aise que ses employeurs, à un moment donné, on doit lui dire, monsieur, réglez le problème. On doit lui dire, mais où est le problème? Quand on dit au président, il faut régler le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que Jean-François Kouassi a dit? Se pavaner. Mais depuis quand se pavaner est devenu un problème? Je ne comprends pas, franchement. Se pavaner est devenu un problème. On dit non, le droit d'aînesse en Afrique, il faut respecter. Ah! Donc, en fait, tu vois, moi, en fait, c'est en cela que moi, je parle d'incohérence. Quand ça nous arrange, on dit qu'on a importé un système qu'on appelle la démocratie. Le pouvoir du peuple. Pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour le peuple, par le peuple, peu importe. En tout cas, c'est pour le peuple. Et c'est le peuple, c'est son pouvoir. C'est à lui de décider, c'est à lui de dire. Quand ça ne va pas, il le dit. Mais on a l'impression qu'on est sous un régime autoritaire. On ne doit pas parler comme ça du président. Ta façon de parler là, Je comprends pas. à quel moment on a basculé? À quel moment? Pourtant, tous les présidents qui ont précédé le président Alassane Ouattara, là, ils se sont fait allumer. Mais oui. Président Oufoué. On dit Voleur. Bédier. Nabo. Pour lui. Guéhi même, là, c'est 6 mois là, il a Balayé. Babo. Mais là, même, on n'en parle pas. Il a été allumé, mais chaque fois, on le prenait pour faire sauter, revenir. On l'envoie ici, on le soulève, on le met ici. Ça n'a jamais posé problème. Aujourd'hui, c'est-à-dire même pour s'adresser au président de la République, on dit non, il faut trouver les mots. Il faut dire ça, non, non, tu ne peux pas venir comme ça pour le dire. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ceux mecs qui parlent à l'oreille du président, là, ils n'ont même pas le courage. Mais ceux mecs qui parlent à l'oreille du président, les mots qu'ils cherchent, là, ils n'ont qu'à dire ça au président. Mais ils ne le font pas. À un moment donné, là, c'est normal que Jean-François Kouassi il se sente essoufflé. Et à son... Pour moi, en fait, il a poussé un coup de gueule qui est tellement représentatif. En fait, il a représenté tous les Ivoiriens. Et à un moment donné, quand tu vois qu'il y a... Et pour moi, ce qui me choque, c'est cette jeunesse-là même on envoie certains jeunes. Si vous cherchez à manger, si vous cherchez des positionnements, mais dites-le, mais évitez de faire comprendre que le jeune, c'est qu'il est en train de dire, mais c'est qu'il a dit là, ça n'avait pas lieu. On va arrêter là. Ouais. Norbert, allez-y, pardon. Ah ben moi, quand j'entends un jeune comme Jean-Yves convoquer le discours d'Abraham Lincoln à Pittsburgh, la démocratie par le peuple et pour le peuple, je me dis que quelque chose est peut-être en train de bouger en Côte d'Ivoire. Peut-être, oui, la jeunesse, effectivement. Et je voulais vous raconter une anecdote exclusive et qui intéresse aussi bien Alassane Ouattara qu'un autre personnage très connu en Côte d'Ivoire. Je vous en réserve la surprise. 2010, campagne électorale. La direction, j'étais correspondant de RFI à Abidjan, la direction Afrique de RFI m'intime d'aller interviewer Alassane Ouattara chez lui au Golfe. Bon, j'y vais, je n'étais pas très content parce que j'aime pas trop qu'on me force la main, mais bon, j'y vais quand même, je fais mon boulot. Et puis, il était en face de moi, il parle, j'étais avec une consoeur de RFI, et il parlait du président de la République, qui s'appelait Laurent Gbagbo. Et il disait « Monsieur Laurent Gbagbo ». Alors il le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, « Monsieur Laurent Gbagbo ». Il était logique que je lui posât la question. Je lui dis « Mais pourquoi dites-vous Monsieur Laurent Gbagbo? Pourquoi vous ne dites-vous pas Monsieur ou le président Laurent Gbagbo ?» Manifestement, ma question ne lui a pas plu. Fin de l'interview, et là, un présent qui était juste à côté me saute à la gorge. C'était son conseiller en communication, un certain Fabrice Saouignon,
qui était scandalisé parce que j'avais osé dire ça. C'est-à-dire, Ouattara était en train de parler du président de la République en disant « Monsieur Laurent Gbagbo » et non pas le président. Saweignon, aujourd'hui, qui est béninois, d'origine béninoise, à Pignon-sur-Rue à Abidjan, où il dirige des médias. Et alors je les regarde, ces médias, et je vois que tout le monde a le doigt sur la couture du pantalon, personne ne bouge, et le résultat, il est un peu médiocre. Ce que ces dirigeants ivoiriens actuels qui dirigent le pays depuis plus d'une quinzaine d'années n'ont pas compris, c'est que sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Le Figaro. Beaumarchais. Président, quelque chose à dire? Oh non, rien de spécifique, à part que j'ai regardé, j'ai constaté aussi une expression. Je ne sais pas ce que prépare Jean-François Kouassi. Hein. Quand il parle du président de la République, il dit cher prédécesseur. Il va le remplacer comment? C'est lui, ou bien Jean-François Kouassi prépare un coup d'État. C'est son prédécesseur comment? Ça s'appelle de l'humour. C'est lui qui va le remplacer, c'est lui qui va le succéder. C'est la foi, il croit qu'il est certain. Bon, de toute façon, Ouattara sera son prédécesseur, même s'il vient après ou après un autre, ou après. Non, si c'est après, ce n'est pas son prédécesseur. Mais un prédécesseur, c'est cela, non? Non, ce n'est pas son prédécesseur. Le prédécesseur... Celui qui peut dire ça, c'est celui qui viendra à la place de Ouattara juste après lui. D'accord. Laurent Gbagbo ou Tidiane Thiam, c'est ça? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Soleil. mais je veux dire, bon, après, on ne va pas jouer sur les mots, bon, c'est pas ça. Mais allons à l'essentiel, monsieur, parlons du sujet. Hein. Oui, bien sûr. Le sujet qui concerne les Ivoiriens, ce n'est pas Jean-François Kouassi pour moi parler, c'est les coupures intempestives d'électricité. Et depuis plusieurs semaines, c'est un phénomène qui se multiplie dans plusieurs villes du pays, notamment aussi à Abidjan. Que se cache concrètement derrière tout ça, Insan? Bon, alors, moi, je tiens à dire quelque chose, parce que dans certaines zones, bon, vous savez qu'il y a beaucoup aussi de communication en ce qui concerne la couverture électrique en fait sur le territoire. On dit aujourd'hui on a plus de 95%. Donc tout le monde, c'est un argument. Fin 2026, on passera à 100%. À 100%. C'est un argument en fait franchement effectivement qui est balancé à tout va. Voilà, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est totalement électrifiée. Le problème c'est quoi? En fait, moi il y a une question fondamentale. Je dis c'est un peu la marque de fabrique de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. La qualité, est-ce qu'on préfère la qualité à la quantité? Et j'ai l'impression qu'effectivement, la quantité est un choix qui est donné, surtout quand ils vont vous dire même les écoles. Alors, on a construit tel nombre d'écoles, mais au niveau du rendement, c'est médiocre, c'est bas. On a construit des hôpitaux, mais vous allez voir qu'il y a des cas d'hospitalisation ou des cas graves, des cas même les plus simples. Et puis voilà, des gens ont la mort parce qu'il n'y a pas effectivement le rapport qualité par rapport au service qu'on attend. C'est-à-dire la prestation, c'est cela. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est que les factures d'électricité, depuis ces dernières années, ont sérieusement augmenté. Donc aujourd'hui, on a plusieurs modes de paiement. On a un abonnement classique comme on avait auparavant avec la fameuse facture de CIE. Aujourd'hui aussi, on a des abonnements à la carte. Les gens priorisent même des abonnements à la carte parce qu'ils veulent avoir plus de clarté, de lisibilité dans leur consommation électrique. Par contre, il y a un élément dont on parle, les coupures. Les coupures ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez occulté. Je ne dirais pas que je suis un expert journaliste ou un investigateur. J'ai ma petite expérience quand même autour, c'est-à-dire de mon entourage. J'essaie de voir certaines personnes qui sont dans des quartiers qui sont plus ou moins, on va dire, entre guillemets, aisés et des quartiers populaires. Bon, dans les zones comme Abobo, par exemple, au niveau d'Abobo, à Niamey, il n'y a même pas seulement que des coupures d'électricité. Je peux vous dire, même, il y a même des coupures d'eau qui datent de plus d'un an. Ça existe en Côte d'Ivoire. On a même vu des populations d'Anyama manifester avec des bassines, des femmes en train de manifester avec des bassines qui disaient qu'on réclame de l'eau. Il y a un problème lié à une canalisation comme toujours, on ne donne pas de détails, mais qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette adduction et cet approvisionnement en eau. Sachant que des châteaux d'eau ont été construits l'été dernier à hauteur de 14 milliards. Bon, là aussi, il va falloir qu'on nous explique cela, pour régler cela. Maintenant, des quartiers tels que Djorobité, au niveau de Djorobité, Riviera, la Cocody, Djorobité, Riviera, ces zones-là aussi ont des coupures intempestives. Je peux vous dire parce que j'ai des amis qui y vivent, j'ai des amis qui travaillent. Bon, je leur fais un coucou, je n'ai pas envie de les nommer parce qu'il ne faut pas qu'ils aient des problèmes. Mais ces gens-là, souvent, me font des remontées pour dire mais on a des coupures intempestives à un tel point qu'on nous a obligés de mettre des appareils qui empêcheront en fait de griller
qui empêcheront en fait de griller nos appareils qui sont branchés. Parce que quand il y a des coupures soudaines, ça grille les appareils, la télé et autres. Donc c'est pour vous dire que cet élément-là est un élément qui est grave. Rappelons-nous qu'un représentant, je crois, de l'ANARE était passé sur les studios de la RTI expliquant les coupures intempestives liées à la météo. Vous vous en souvenez? C'est quoi l'ANARE? C'est quoi l'ANARE? L'ANARE, c'est l'Agence nationale, je crois, de l'énergie, ou de régulation d'énergie. L'Agence nationale de régulation d'énergie, qui était passée à la télé. Mais il voulait me mettre une colle, mais c'est... Non, c'est pour les téléspectateurs. Effectivement, il a raison, parfaitement. Mais je veux dire que les motifs qui étaient expliqués, c'était des motifs météorologiques. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une catastrophe météorologique? On n'en sait rien. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, chacun spécule de son côté. On aurait bien voulu qu'il y ait des explications de la part des officiels qui peuvent expliquer ces coupures intempestives. Parce que hier, j'ai même eu à partager un élément où on nous disait que c'est suite à un émetteur qui était en surchauffe qui a causé cela. Mais 24 heures, au-delà de 24 heures, des gens dans le noir, on ne donne pas d'explication. Je pense que ce n'est pas très sérieux et très professionnel. Après, je reviendrai sur d'autres éléments. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir hier dans mes recherches, on nous parle d'une forte chaleur actuelle qui soumet les ouvrages électriques à des contraintes importantes. Président, est-ce que ça s'entend, tout ça? Ça ne s'entend pas. Hein. Quand on gouverne un pays, gouverner, c'est prévoir. Voilà, tout le monde sait qu'en cette période, c'est la grande saison sèche de décembre jusqu'à avril-mai, c'est la grande saison sèche. Donc pendant, je dirais, 5-6 mois, les chaleurs sont fortes. Donc normalement, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Ça fait des années, je dirais, que cette période est aussi difficile. Mais on nous présente l'électricité ivoirienne comme un mix. Partie thermique, partie hydroélectrique, et puis on nous a annoncé le solaire, voilà, qui sont en train de construire, je crois, dans le nord, du côté de la Bagoué, Boundiali, là-bas et autres. Ça tourne en ce moment, depuis 2023, je crois. Mais au niveau de l'énergie électrique qui provient de l'hydroélectrique, on a Kossou qui a été, pour tout le monde, hein, c'est de notoriété, un échec. On a Ayamé 1, Ayamé 2. On a Tabo. Et aujourd'hui, on a Soubré. Celui qui devait répondre. Donc on n'a pas de problème de production aujourd'hui. Ah si. Aussi. Mais entre-temps, l'État de Côte d'Ivoire exporte énormément pour la sous-région, le Mali, le Burkina. Et cette séquence-là, je pourrais dire que si on a créé Soubré pour exporter, pour vendre, pour gagner de l'argent, est-ce qu'on a pensé à nous-mêmes, à nos propres consommations? Mais quand on regarde ça là, moi j'ai beaucoup plus d'inquiétude, hein, parce qu'on est là, c'est la chaleur. Oui, en mai-juin, les pluies vont revenir. Mais en mai-juin, il y a une crise qui est en train de se dérouler au Proche et Moyen-Orient. L'essentiel de notre courant là, c'est thermique. Ça fonctionne au gazole. On fait brûler du gazole pour avoir de l'électricité. Aujourd'hui, les factures ont augmenté de près de 20-25%. Mais quand la crise là, va s'enliser, là, mais le prix du pétrole va exploser, du gazole va exploser. Répercussions sur les factures. Naturellement, si on gagne encore gazole, pétrole pour mettre dans nos turbines, le prix de l'électricité va augmenter. Ça, il n'y a rien à faire mécaniquement. Donc, qu'est-ce que l'État du Côte d'Ivoire prévoit pour régler cette question? Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on nous ramène cette logique liée à la météo. Pour moi, c'est léger et j'ai envie de dire irresponsable. Il est bon, il serait très bon aujourd'hui que nous avons des gisements de pétrole importants. On parle de la baleine, on parle du bloc pétrolier. On a plein de blocs pétroliers. On pourrait, lorsque ces compagnies pétrolières-là exploitent notre pétrole, nous en laisser une partie de sorte de nos consommations locales. Parce que quand le prix de l'électricité augmente, c'est le prix des matières premières transformées qui augmente. Hein. C'est le prix même des matières premières non transformées qui augmente. C'est le prix du gazole, le prix du carburant qui augmente. Et tout ça,
ça joue, c'est un impact sérieux sur, comme il a dit, la cherté de la vie ou le pouvoir d'achat des citoyens ivoiriens. Moi, je pense que c'est tout cet ensemble qu'il faudra regarder. Aujourd'hui, ce qui est en train de se dérouler au Proche-Moyen-Orient, les Ivoiriens devraient beaucoup plus s'inquiéter parce que si cette crise dure, que les choses éclatent, ce qui est en train de se passer actuellement là, c'est petit. Les gens de Wansi l'ira bombarder les installations. Des Ivoiriens aussi, allez-y. Oui, Khalil, j'ai, comme tous les jours, regardé la presse. Nous sommes lundi. Ce matin, sauf erreur ou omission de ma part, il n'y a qu'un seul journal ivoirien qui a hissé cette problématique à sa une. C'est le perroquet libéré. Et encore, ce n'est pas la manchette, c'est un titre, un sous-titre. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la une du perroquet libéré, s'il vous plaît? Voilà, ça c'est de ce matin. C'est le seul journal ivoirien. Alors qu'on est en train de parler d'une crise majeure, je voulais simplement souligner que le reste de la presse ivoirienne n'en pipe mot. Je me demande pourquoi. C'est un peu dommage. Mais si on regarde cette une du perroquet libéré, au bas, hein, on voit que le confrère se demande, c'est une question, si le réseau n'est pas dépassé par la demande. Et quand on écrit ça, dépassé par la demande, ça veut dire qu'on rejette le problème et la faute sur le consommateur. Ouais. On dit, mais consommateur, vous consommez trop, quoi. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Ce qu'il dit est tellement juste, excusez-moi. Non, pas forcément. Non, mais excusez-moi, parce que c'est un élément de langage qu'on voit circuler beaucoup. On a parlé avec Jean-Yves aussi aujourd'hui, la question de l'adaptation entre la demande et la production. Oui, voilà. Non, pas nécessairement. C'est pas question que l'Ivoirien consomme trop. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui, la région d'Abidjan, regardez, hein, la région d'Abidjan concentre à elle seule 60% du bassin du travail. Donc tout le monde vient à Abidjan. Donc la population abidjanaise est beaucoup plus que, je dirais, prévue. Donc, c'est pas question qu'ils ont. Sinon, les gens consomment quoi? Ils ont un frigo. Même s'ils consomment véritablement, laissez le frigo, tout ça. En fait, le type dit quoi? Que les gens sont dépassés par la demande. Le réseau est-il dépassé? Le réseau est-il dépassé par la demande? Mais c'est ce que je disais. C'est ce que le président Jean-Paul Roux disait aussi. C'est-à-dire que c'est prévoir. Parce que là, quand on dit qu'on fournit en fait l'électricité à hauteur de 95%, d'accord, dans les chiffres qu'on annonce, c'est de la quantité. Mais qu'est-ce qu'il en est en fait, d'accord, du fait de prévoir, d'anticiper et aussi de pouvoir satisfaire les gens. C'est là on parle parce que la démographie abidjanaise est plus concentrée. Faire attention. Oh, c'est bon, c'est comme ça tu fais aussi. Je t'imite. La démographie abidjanaise, en fait, effectivement, il a raison. Elle est dense. Si la démographie abidjanaise, elle est dense, c'est-à-dire que le dispositif électrique qu'on mettra au niveau d'Abidjan pour la consommation sera différente, d'accord, dans les autres régions où il y a moins en termes de consommation. Nous avons... Le problème avec ça, c'est que même dans les autres régions aussi, oui, il y a des délestages là-bas. Oui, non. Où ils ne sont pas concentrés là, il y a un problème, il n'y a pas d'électricité aussi là-bas. Les gens dorment, font un jour sous le truc. Donc c'est quoi le problème? Mais le vrai problème, en fait, c'est ce que je disais. Là, en fait, là, il y a l'annonce qu'on fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va rentrer à 100% d'électrification. Ça, en fait, c'est pas parce que tu mets des pylônes que tu vas dire qu'une zone est électrifiée. C'est pas ça. L'électrification, il y a quelque chose qui suit avec. C'est la consommation de l'électricité au quotidien. Mais nous, quand on dit l'électrification, on met des poteaux. Moi, je vois les villages en Côte d'Ivoire où il y a des poteaux et des panneaux électriques, où il n'y a pas de... Tu vois même le panneau là, c'est les cabris même se mettent en bas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Mais on te dit qu'il y a l'électricité là. En fait, il n'y a pas de suivi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire sur la consommation électrique, elle n'y est pas en termes de qualité. Les gens font dans le chiffre, ils font dans le chiffrisme, ils annoncent des choses, mais réellement, on ne consomme pas. Donc, on revient à la qualité alors des instruments. Mais c'est ça, le vrai problème, c'est ça. Donc, en fait, bon. C'est l'apport qualitatif. Je crois que le président a dit. Bon, c'était lui qui parlait, on a coupé. Hein. Oh, mais c'est pas grave. Ah bon, c'est pas grave. Non, c'est votre merci beaucoup. C'est pas désolé. C'est moi qui vous ai interrompu pour une relance. Non, c'est pas Guardiola. En fait, on a parlé, président, tout à l'heure, on parlait de la production. Effectivement, je crois qu'il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, a dit que ce n'était pas un problème de production et que la Côte d'Ivoire produisait suffisamment. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un problème de production parce que l'État lui-même, donc à travers son porte-parole, nous ont dit que ce n'est pas un problème de production. Non, c'est un problème de distribution. Voilà. Donc, qui distribue l'électricité en Côte d'Ivoire? J'enlève votre micro s'il vous plaît, sinon vous ne vous entendez pas. Ce sont les agents du direct. Merci. Voilà.
C'est bon. Un problème de distribution. Oui. Allez. Donc, en fait, on a, genre dans le mécanisme, on a la production, le transport, la distribution, et puis voilà, à la fin, on a le consommateur final. Tout. Donc, le problème, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle produit et elle transporte, genre, même pour les pays voisins autour, on vend. Donc, on n'a pas un problème de production. Le problème, c'est au niveau de la distribution. Au niveau de cette distribution, c'est que les équipements sont vieillissants. Et donc, cette maintenance-là n'a pas été. Mais c'est ce qui. Mais quand tu écoutes les spécialistes en la matière, eux tous, ils le disent. Ils disent qu'aujourd'hui, les équipements qui fonctionnent avec, qui permettent de distribuer, ne répondent plus aux besoins. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés maintenant de passer à cette phase-là. Et même le gouvernement avait annoncé, cette phase de renouvellement des équipements-là pour cette mandature et qu'ils allaient y mettre. Bon, le problème, c'est que, pourquoi moi, comme le président l'a dit tout à l'heure, gouverner, là, c'est prévoir. Depuis plusieurs années, on nous fait comprendre que dans cette période de l'année, là, il y a toujours eu ce problème-là, ce problème de délestage-là. Mais pourquoi n'avoir pas anticipé cela et puis commencer à régler le problème? Et chaque fois, quand on arrive dans cette période-là, on a l'impression qu'on fait l'autruche. C'est-à-dire, on se dit que on va laisser la tempête passer, les Ivoiriens vont se plaindre, mais à un moment donné, ça va passer, puis on va reprendre. Oh, pourtant, gouverner, c'est prévoir. Je pense que les factures ont augmenté. Quand les factures augmentent, là, normalement, le consommateur paye pour un service. Et si le service ne suit pas, à un moment donné, ça devient fatigant. À un moment donné, les gens se disent, mais c'est qu'il y a un problème. Moi, je dis directement, soit il y a quelqu'un qui doit renouveler les équipements, qui détourne l'argent, soit il y a quelqu'un, en tout cas, qui ne fait pas son travail. Et le travail se fait au niveau de qui? Soit c'est la CIE, parce qu'apparemment, le contrat de maintenance, de ces équipements-là est normalement confié à la CIE. Normalement. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est la CIE, dans son dispositif, qui a failli en ce qui concerne le renouvellement ou la maintenance de ces équipements-là? Ou bien peut-être c'est l'État? Parce qu'on sait aussi que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le président Ouattara avait prévu de passer il avait prévu de libéraliser le secteur. Depuis 2016. Ça fait 10 ans. Mais le problème, c'est que pour libéraliser ce secteur-là, c'est trop technique. On peut faire des déclarations politiques comme ça, mais dans la technique, c'est autre chose. Pour mettre en place des équipements de distribution. Parce que le problème, on a vu que ce n'était pas au niveau de la production, c'est au niveau de la distribution. Mettre en place des équipements de distribution, c'est l'État qui investit là-dedans et la CIE gère. Donc, est-ce que l'État va investir encore pendant que même on n'a même pas encore renouvelé, même pour la maintenance, même c'est compliqué? Est-ce que l'État va investir encore des moyens pour pouvoir mettre en place d'autres équipements pour la distribution? Et je pense que c'est là que le président Ouattara, le gouvernement du président Ouattara, c'est à ça qu'ils sont heurtés. C'est qui a fait que finalement ce projet a été, je ne dirais pas abandonné, mais il a été rangé dans les tiroirs en attendant qu'il puisse trouver une solution, je vais dire, qui sera peut-être pérenne. Moi, en fait, je ne suis pas trop d'accord, Yves, en fait, d'accord, c'est qu'au niveau de la distribution, je pense qu'il y a des priorités. Le problème, c'est que quand vous voulez exporter, en fait, de l'énergie, il faut vous arranger d'abord de satisfaire localement, en fait, d'accord, les consommateurs sur place. C'est un manque de vision. Il faut réduire. À un moment, la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, avait commencé... Non. Je dis pas que... Moi, je dis, c'est que le gouvernement et son porte-parole ont dit. Oui. C'est qu'on n'a pas un problème de production. Oui, mais c'est pour cela, en fait, suite au dire des propos des gens du gouvernement, sous Laurent Gbagbo, à un moment, en fait, sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire importait du courant au Ghana. Parce qu'il y avait des délestages qui étaient souvent chroniques. Donc, il y avait des projets qui étaient mis en stand-by. Et après la crise post-électorale... Par exemple, le barrage de Soubré, qui a reçu un financement de la part d'un établissement chinois à hauteur de plusieurs milliards, on concrétise ces projets. Même le projet, en fait, d'accord, en ce qui concerne les centrales solaires, c'est des projets déjà qui étaient dans les tuyaux. Mais aujourd'hui, le véritable problème, c'est que on a ceux qui produisent Cyprel, Azito 1, Azito 2, les centrales thermiques, qu'on doit revoir même techniquement, déjà, parce que ça fait quand même un petit moment. Ça, c'est un véritable problème. On a aussi souvent, ils disent qu'ils ont une surcharge de réseau. Ça, c'est la CIE qui dit ça. Ils disent même qu'ils ont des surcharges de réseau. Et ensuite, le troisième problème qui vient, ils disent en fait que c'est le problème qui est technique. Maintenant, allons-y sur c'est-à-dire la production. On nous dit qu'on est couvert à hauteur de 95% à 100%.
qu'est-ce qu'il en est en dit? Le véritable problème, en fait, c'est le suivi technique, le suivi au niveau qualitatif. Ce n'est pas cela. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est seulement d'exporter et de vendre du courant à l'étranger, dont on n'a même pas véritablement une clarté dans les bénéfices et dans les chiffres? Ou aujourd'hui, c'est prioriser la situation du consommateur ivoirien à l'échelle nationale avec les problèmes déjà qu'on a, les problèmes structurels et autres. C'est cela la question. Et puis, qui détient derrière? Mais est-ce qu'on distribue? Lorsqu'on vend, nous, on produit et on transporte. Non, donc, si, on distribue. La Non. CIE, si. Où ça? La CIE en Côte d'Ivoire. Oui, non, j'ai dit encore du mais et chez les pays voisins. En fait, le problème, c'est que on dit le problème se situe au niveau de la distribution. Oui. C'est ce qu'ils ont déclaré. Oui. Pourtant, lorsqu'on produit et on transporte à l'étranger, on vend. Oui, on vend. On ne s'occupe pas de la distribution à l'étranger. Non, c'est pas. En fait, c'est pas. Pour moi, le véritable problème. Parce que quand un officiel dit qu'on n'a pas de problème au niveau de la production, c'est faux. Ah ouais? Voilà. Ben, c'est faux, c'est faux. Donc là, C'est maintenant, faux. tu remets en question maintenant ce que le porte-parole a dit. Il y a trois types de problèmes. Il y a trois types de problèmes. Il y a l'élément technique, il y a la surcharge de réseau, d'accord? Et bien évidemment, il y a la distribution. Voici les trois éléments techniques qui posent problème en Côte d'Ivoire. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'en termes de production, la Côte d'Ivoire, elle se porte bien. Tout à l'heure, le président a cité des barrages hydroélectriques. Il a cité effectivement des éléments qui ont été mis en place récemment. Dans la communication qu'on fait, on nous dit que non, en termes de production, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Et si la Côte d'Ivoire n'a même pas de problème en termes de production, même cela allait se répercuter sur le prix. Donc pour toi, on produit, mais on ne produit pas suffisamment. Du coup, on vend, c'est-à-dire on priorise l'extérieur. On priorise, et bien puis à évidemment. l'intérieur, c'est comme si tu es à la maison, tu ne peux pas pour tes enfants, mais tu donnes aussi aux voisins. Bien et tu dis à tes évidemment. enfants, débrouillez-vous avec petit qui est là. Bien évidemment, Ok. bien évidemment, parce qu'on D'accord. joue seulement que sur les chiffres. Maintenant, c'est parce qu'effectivement, même si on ne distribue pas, mais on produit, on vend. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des chiffres, en fait, à l'extérieur? Comment on vend? On n'a pas de clarté. Moi, je ne sais pas, peut-être dans les débats parlementaires, je vais finir sur ça. Les débats parlementaires, moi, en tout cas, je n'ai pas de clarté. On a aussi le cas d'Enedis. Ça aussi, je vais citer le cas d'Enedis, parce qu'il y a 2-3 ans, les Ivoiriens se plaignaient de l'augmentation soudaine des factures. Parce qu'il n'y a pas, en fait, les factures, il n'y a pas de clarté, de transparence au niveau de la lecture des factures réelles. Ce qui fait que le consommateur, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ne priorise plus sa facture qu'il avait avant à la CIE. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul mode de règlement de facture. Tu as ton compteur qui est installé. À la fin du mois, le gars de la CIE vient, on te donne ta facture, tu règles, tu ne règles pas, on vient, on saute, on enlève le compteur. Aujourd'hui, il y a deux modes. Il y a le compteur à carte et le compteur qu'on avait classique, en mode de paiement avec la facture mensuelle. Mais pourquoi la plupart aujourd'hui, des trucs qu'on appelle des consommateurs, préfèrent le compteur à carte? Ils préfèrent le compteur à carte parce qu'il s'est dit que quand il paie sa carte, il sait qu'il a une consommation à hauteur de 30 000. Au-delà des 30 000, il ne va pas recevoir une facture de 45 000 ou de 55 000. Parce qu'il sait qu'il a payé sa carte à 30 000. Une fois que sa consommation à 30 000 est finie, pap, il sait qu'il faut qu'il recharge encore. Il sait qu'il a pris une consommation de 30 000. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème au niveau même de la gestion qualitative de cela. Après, les éléments techniques, oui, on peut en parler parce que tu parlais de la libéralisation. On peut utiliser le modèle, ça se fait en Côte d'Ivoire, le modèle avec Internet aujourd'hui. Ici, c'est France Télécom qui gère tout ce qui est ligne en termes d'Internet. Et puis, il y a Free, il y a tous les trucs. Donc, la Côte d'Ivoire, la CIE peut avoir le monopole en ce qui concerne le matériel, mais la libéralisation au niveau du champ et de la distribution peut se faire avec d'autres concurrents. Mais comme il a dit, quel concurrent acceptera de venir utiliser des matériels défectueux et puis... Mais est-ce que qui a dit que tous les matériels de la CIE est défectueux? Ah bah ça c'est... D'abord, faudrait qu'on pose les choses avec un peu de froideur. Par exemple, Soubré, là, c'est les capitaux chinois. Hein. Donc, eux, le temps de se rembourser, de prendre à gagner l'argent et prendre le bénéfice dessus. Il ne faudrait pas qu'on se dise que oui, l'État de Côte d'Ivoire gagne l'argent dessus. C'est vrai, mais c'est les capitaux étrangers qui ont construit le barrage de Soubré. Donc, du coup, c'est eux qui tirent d'abord l'essentiel de ce qu'ils gagnent avant l'État de Côte d'Ivoire. Au niveau de la production, c'est vrai, on a des coûts de production qui sont aussi élevés. Il ne faudrait pas qu'on ignore cela. Comme je l'ai dit tantôt, la principale énergie, surtout à Abidjan, c'est thermique. Donc c'est du gazole qu'on brûle pour pouvoir fournir de l'électricité aux Ivoiriens, principalement aux industries. À Abidjan, Abidjan aussi est une ville industrialisée, les zones industrielles de Yopougon, Koumassi, Abobo et autres. Quand on regarde tout ça et qu'on voit tous ces délestages-là, moi je veux rappeler tout simplement aux Ivoiriens et surtout aux gouvernants
C'est une coupure d'électricité qui a entraîné multipartisme en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. C'est une coupure d'électricité qui a fait qu'un jour, les étudiants se sont énervés parce qu'ils étaient en pleine préparation de leurs examens. Et puis, la coupure intempestive d'électricité dans leur cité, les affaires descendent dans la rue et puis on est arrivé. Pour te compléter, il y a eu une marche des élèves à Bokanda. Ouais, qui a été réprimés. Ils ont été réprimés. Ah ouais? Ils ont été à Bokanda, ouais. Je crois qu'ils ont même détruit la résidence de la députée de Bokanda. Et finalement, Eliane Nzi? ils ont demandé, elle a dit qu'elle n'allait pas porter plainte parce que c'était normal. Les gens sont fâchés de tout ce qui arrive. Donc elle a dit de ne pas porter plainte contre eux. Et en ce moment, on est en train de mener des actions pour qu'on puisse libérer Ah, ils ont fermé même des gens et tout? ces enfants. Oui. Donc il faudra comprendre que ces situations de délestage, en même temps je pourrais dire de coupure d'électricité, parce que le délestage c'est pour ça que j'ai pas un choix contrôlé. On dit on coupe ici et puis on donne ici. C'est pas délestage, c'est des coupures intempestives. Donc ces situations-là, je pense que le gouvernement devrait saisir ça à bras le corps parce que l'électricité, on ne peut plus vivre sans ça. Mais président, voilà, c'est sur votre très belle ouverture. Enfin, il y a la crise des planteurs aujourd'hui, l'électricité. Voilà. Est-ce que cette conjonction, ce cocktail ne nous donne pas la température sociale du pays? On va laisser Norbert parler, il semble vertu de son Non, vas-y, tu as ouvert fort justement, comme le souligne Khalil, le débat politique. Continue, j'attends de voir quel va être ton diagnostic. Effectivement, il y a un cocktail, est-il explosif ou pas? Je serais curieux. Non, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire, avec ces différents éléments, a tenté de rentrer dans une période de, je ne dirais pas de convulsion, mais tous les éléments sont en train de se mettre en place. Quand on voit aujourd'hui les planteurs qui tirent le diable par la queue, pour l'instant on ne les entend pas grogner, mais on sent que dans la brousse, le mécontentement est fort. Ils n'ont pas l'habitude, les planteurs sont des gens... Ils n'ont pas l'habitude de manifester. Les syndicats, beaucoup plus, mais bon, cette fois-ci, on les a mis de côté. Puis on a mis un interlocuteur, l'OIA, qui semble aussi changer de fusil d'épaule face au gouvernement. Et à côté de cela, on a une Côte d'Ivoire citoyenne, une Côte d'Ivoire du travail et une Côte d'Ivoire industrielle qui est un peu vent debout face à cette situation de coupure intempestive. Peut-être dans le petit foyer, moi j'ai acheté mon petit appareil. Ce ne sont pas les coupures qui gâtent les appareils, hein. C'est le retour de l'électricité. Quand ça vient, boum, ça pète des télés, des ordinateurs, des réfrigérateurs qui, à la base, même certains ne sont pas de très bonne qualité. Donc quand on arrive à ce stade, au niveau du foyer, ça gâte. Au niveau des je pourrais dire des mini-industries, des mini-manufactures, quand on voit dans les quartiers, les menuiseries, la petite machine à broyer, ces petites affaires-là, très souvent qui marchent à l'électricité, qui sont de grosses turbines, je ne sais pas comment on appelle ça, de grosses bobines, quand l'électricité arrive brutalement, paf, ça peut éclater. Donc, c'est des choses, c'est vrai, qui ne coûtent pas cher, 1 million, 2 millions, mais le petit artisan qui a acheté ça pour broyer le manioc des femmes de son quartier, voilà, ça entraîne toute une défaillance au niveau de toute la chaîne de valeur. Et puis au niveau des industries, même à Abidjan, dans les zones industrielles, c'est des moments difficiles aussi qu'ils vivent, ces industries-là. Ils peuvent se retrouver avec des matières premières très souvent périssables, qu'on ne peut pas conserver parce que les frigos sont morts, qu'on ne peut pas transformer parce que les machines sont à l'arrêt, il n'y a pas d'électricité. Donc tout cet environnement-là, toutes ces chaînes-là, moi je pense qu'aujourd'hui... Oui, ça rend un plaisantin grincheux. Ça les rend grincheux et puis ils ne sont pas du tout quand quelqu'un est grincheux, il n'est pas favorable à bavarder au dialogue ou à quoi que ce soit. Bon. Il serait intéressant, moi aujourd'hui... C'est vrai qu'on est sorti d'une période un peu difficile, qui était la période des élections présidentielles et législatives. On rentre dans une séquence sociale qui est en train de se troubler. Le gouvernement devait prendre le taureau par les cornes et régler ces questions-là, certainement, avec beaucoup d'appoint de... Norbert. Oui, c'est pour ça que... l'argument selon lequel le problème, c'est la faute revient au consommateur, est scandaleux. Jean-Paul a raison, il
au gouvernement de prendre le taureau par les cornes. Je vais encore lancer un appel à disparition du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Où est-il? Que fait-il? Oui, on est entré dans une nouvelle séquence qui est gravissime. L'électricité, l'eau, Oui, c'est vrai. le cacao. N'en jetez plus, on a presque envie de dire. La presse qui dit rien, parce que les confrères ont peur de parler. Le perroquet libéré qui pose une question, qui a le courage d'aborder le sujet, mais en posant une question. Dans le réseau est-il dépassé? Ça sent pas très bon, oui, effectivement. Et alors, l'affaire vient se compliquer davantage encore quand on sait que le président est à l'étranger. Et non, mon cher Jean-François Kouassi, le président, en ce moment, il n'est pas en train de se pavaner, croyez-le, c'est plutôt... On n'aimerait pas être à sa place. Donc, oui, c'est une période dangereuse, c'est une période, risquée en tout cas. À souligner aussi l'échec d'un modèle de développement qui est, alors là, pour le coup, typiquement libéral, importé du Fonds monétaire international et tout ce qu'il peut faire en Afrique, parce que les délestages, il n'y a pas qu'à Abidjan. Moi, récemment, je suis passé dans un autre pays d'Afrique centrale où c'est le sujet numéro 1 de préoccupation de l'homme de la rue. Eh bien, ce modèle-là, il est apparu clairement à partir du moment où Alassane Ouattara a été installé au pouvoir en 2011 qu'il s'agissait de faire d'Abidjan, de l'agglomération d'Abidjan, un phare qui allait attirer des investisseurs étrangers, des capitaux étrangers. Mais comment voulez-vous attirer déjà des cadres qui viendraient s'installer à Abidjan? Il n'y a pas d'électricité. On va leur dire quoi? On va leur dire, ne t'inquiète pas, la maison qu'on va te prêter, elle est équipée d'un groupe électrogène. Ouais, c'est ça. Oui, c'est laborieux, c'est compliqué. Il a tout misé sur Abidjan pour essayer d'attirer les capitaux étrangers. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, y compris sur le plan politique, pas électoral. Moi, j'avoue que si demain, mon patron, j'ai pas de patron, mais supposons, me proposait d'aller m'installer à Abidjan, avec femmes et enfants, pardon, je retire le enfants. J'avoue que j'hésiterais beaucoup, même avec une forte prime d'expatriation. Il dit avec femmes et enfants, femmes au pluriel. Mais, président, révélons tout le monde ne peut en dire autant. En fait, Norbert pose un vrai problème. C'est aussi la question de la décentralisation, de la déconcentration. Est-ce qu'aujourd'hui, en transférant véritablement la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, cela ne va pas transférer un certain nombre de populations, de services vers la capitale, au centre d'Abidjan, au centre de la Côte d'Ivoire, de sorte que toute cette concentration, cette demande de consommation de l'électricité à Abidjan puisse se transformer ailleurs, puisse se transférer ailleurs. Mais le problème, c'est que le délestage, les coupures, là, c'est pas seulement à Abidjan. C'est pour ça que et puis, je me pose la question, métro ou bien train qui arrive là, ça va marcher avec quoi? Avec courant ou bien gasoil? Ouais. Non, mais ça j'y crois pas du tout. Abidjan reste quand même, on est en Afrique, le meilleur port d'Afrique de l'Ouest. C'est un hub, c'est un phare, c'est un outil presque, cette ville. Abidjan ne pourra jamais, moi j'y crois pas, être remplacé par... Non, mais ça reste la capitale économique. Ça peut rester la capitale Non, mais en fait, il faut comprendre que tout ce qui se dit, moi je suis d'accord avec... en fait, il faut savoir qu'on est issu des modèles coloniaux. Oui. Voilà. Les modèles coloniaux, en fait, le modèle... Post-coloniaux. Oui, le modèle, en fait, ivoirien, c'était un modèle colonial. On est rentré par la porte d'Assigné de Bassam, Grand Bassam, on a le port qui est resté naturellement, on a construit nos États là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, c'est dosé, c'est d'avoir cette audace-là. Effectivement, je suis d'accord avec le président Jean-Paul Aureau. Effectivement, on voyait que déplacer l'administration ivoirienne au niveau de Yamoussoukro, bien évidemment, ça poussera les services, en fait, même de production et les services en termes d'électricité, d'être regardants et de pouvoir, en fait, déjà... Oui, effectivement, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Mais quand on implique, bien évidemment, l'administration, on déplace
tout le gratin politique et étatique dans cette zone-là, bien évidemment, on voudra avoir un service de qualité dans cette zone. Ça, c'est logique. Sinon, au meilleur des mondes, on n'attendait pas. Attendez, je finis sur quelque chose. Et puis, quand il parle du port, attention. Oui, Norbert, pardon. Quand Norbert parle du port, c'est important, Norbert. J'étais lancé dans mon truc. Attention, effectivement, parce qu'il y a une concentration à Abidjan, on dit capital économique. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que demain, dans 20 ans, dans 25 ans, avec une volonté de l'audace politique, on a un port à San Pedro? Le port de San Pedro n'est pas si médiocre que ça. Le port d'Abidjan, ce qu'il a... Trop petit. Oui, trop petit. Mais pourquoi on n'osera pas aussi au niveau du port de San Pedro, peut-être de l'agrandir, de mettre aussi des infrastructures de qualité ou pas? Tout part de l'audace politique. Yamoussoukro, c'est depuis 83. Depuis 83, tout le monde regarde Yamoussoukro, on laisse Yamoussoukro là. Bon, on a vu Laurent Gbagbo avec sa tentative de vouloir déplacer en mettant l'hôtel des parlementaires et autres. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils n'ont rien fait. Donc ce qu'il dit, il faut désengorger Abidjan. Abidjan, c'est depuis la crise de 2002, il y a une concentration. Il y a des gens qui sont venus après la rébellion, qui sont restés à Abidjan. Les différentes crises post-électorales, les gens sont restés, ça fait plus de 20 ans. Donc Abidjan, aujourd'hui, c'est invivable. C'est une boîte de sardines. Quand vous y allez, tout est serré. On ne voit pas de volonté. Monsieur, vous parlez trop, il faut donner un peu la parole à gauche, là. Mais je viens de On ne voit pas de... Non, en 30 secondes, on ne voit pas de volonté de transférer la capitale. Mais c'est parce ça, qu'on parle de Grand Abidjan. C'est-à-dire, on préfère aller jusqu'à Alépé. Mais c'est... Vers Alépé, vers Dabou, on préfère aller là-bas pour étendre à Abidjan. Le problème, c'est l'absence de volonté. Enfin, ça résume un peu les Oui, il y a un ensemble de volonté politique. Mais depuis que vous êtes en territoire. Moi, j'ai parlé même rapidement, vous m'interrompez. Tu prends lui, vous faites la passe. Non, j'ai parlé qu'une seule fois. Très d'accord. Ils sont très d'accord. Basta. Non. Et puis, j'ai même pas parlé sur le cas même de le problème en termes de développement. Faut laisser. Vas-y. Non, mais c'est important. Non, c'est important. Vas-y. Parce que là, effectivement... Moi, je pense que Philippe, ton CM. De la CE. Non, du tout. Ça m'intéresse même pas le courant. Alors, je voulais juste dire quelque chose par rapport à Norbert. Effectivement, il y a un problème de développement. Depuis des années ici, des gens nous citent des chiffres à n'en point dormir. Oui, on a fait ci, on a 95%, on a 100%, on a combien de milliards là, on investit dans ça. Mais voilà le modèle économique de Ouattara. Et j'ai l'impression que la fin, elle risque d'être très triste. Elle ne sera pas si joyeuse comme la Cannes où tout le monde manifestait, disait Côte d'Ivoire is back. Parce que là, c'est dans cette situation de crise-là qu'on voit véritablement comment un État tient sur ses deux pieds. Non, mais regardez, nos planteurs, au-delà du cacao, ça ne va pas partout, d'accord? Aujourd'hui, on nous parle de crise électrique, d'accord? Il y a aussi une crise au niveau de l'eau. Mais pire, le budget 2026, il était à 16 points, je crois qu'il était approximativement à 17 000 milliards. Mais c'est dans ce budget-là qu'on a pris pour essayer de solutionner le problème des planteurs. Quand le président Jean-Paul Leroux nous dit il y a une crise mondiale au niveau de l'Iran. Mais naturellement, effectivement, allez faire vos recherches, ça va se répercuter, il y aura quelque chose de systémique sur même le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Et aujourd'hui, les gens triment, c'est difficile, c'est dur. Figurez-vous que, je vais terminer celui-là parce qu'on parlait de Bukanda. Même les lycées publics, ils n'ont pas de professeurs de mathématiques. Et oui, c'est officiel, ils n'ont pas de professeurs de mathématiques. Il y a une disparité au niveau, d'accord, même des professeurs de mathématiques. Concours de l'ENS. Appel à plus de 150 professeurs. Il y en a combien qui partent? Une dizaine. Public par le ministre Diawara. Je ne suis pas en train de vous dire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose. On essaie de maquiller les choses, mais les choses ne vont pas. Qu'est-ce qu'il en est du budget? Si on a pris dans ce budget pour aider nos planteurs, est-ce qu'on a plus de 16 000 milliards? Voici la question. Et comment allons-nous faire déjà pour résorber la dette? Bonne question. On essaie de maquiller les choses. Et moi, je suis heureux, parce que j'avais prévenu. Mais regarde, Khalil. Moi, en fait, ce que moi je déploie un peu dans cette façon de faire du gouvernement Ouattara, c'est que, regarde par exemple, lorsqu'on a eu la crise du cacao, ils disaient que c'était un problème conjoncturel. On l'a toujours, en fait. Voilà, ils ont dit que ce n'est pas un problème structurel, qu'au niveau de la structure, tout va bien. Au niveau de la structure, tout va bien, il n'y a pas de problème. On passe encore au niveau de l'électricité. Non, au niveau de la structure, tout va bien, c'est le climat, c'est parce qu'il fait chaud. Voilà, il fait chaud que quand tout ça va passer. Donc, on a l'impression que ce sont des gens qui n'assument jamais les responsabilités. À un moment donné, il faut accepter le fait qu'on a eu à appliquer une structure qui ne marche pas. Si ce sont des hommes qui sont à la tête de ces structures-là qui font que ça ne marche pas, mais il faut les changer, il faut les virer, ou bien même il faut les poursuivre pour savoir ce qu'ils ont fait. Mais on ne fait pas ça, on tourne tout, on accuse toujours les autres. Et quand Jean-François Kouassi parle, on dit, en fait, on se détourne carrément du fond, hein, et puis c'est la forme. On dit non, on ne dit pas que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. On dit non, mais est-ce qu'il devait parler comme ça? À un moment donné, il faut assumer les choses.
Ça ne va pas là. Qu'est-ce qui a fait que ça ne va pas? Les personnes qui sont à la tête, qui gèrent là. Pourquoi? Si vous avez mal géré, mais vous vous expliquez, on a des commissions parlementaires qui occupent les parlementaires là, ils vont quoi? Où ils doivent travailler là, on ne les voit pas. C'est quand il s'agira maintenant de venir solliciter les voix des gens, des populations, c'est là ils vont venir avec. Mais comme les populations aussi ils sont dedans. Il travaille dur. Comme mais on c'est le vrai dit, qu'il on dit les populations... C'est vrai qu'il Oui, on le salue. dirige. Pour y souligner, et pour compléter ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, quand il remarquait que c'est les problèmes d'électricité qui avaient amené le multipartisme, c'est la toile de fond. Hein. Le multipartisme, tous les Ivoiriens le savent, c'est Laurent Gbagbo. Hein. Et c'est lui qui l'a amené, c'est un combat politique. Bon, il ne faudrait pas tout mélanger. Il y a une alliance suspecte avec ça, Jean-Paul Laurent, ce plateau aujourd'hui. Non, mais Allez-y. Pardon. Et puis, quand Jean-Paul dit attention, l'électricité, ça a amené le multipartisme. On se demande s'il ne regrette pas le parti unique. Non, c'était un progrès le multipartisme en Côte d'Ivoire, mon cher. Un progrès. Il ne remet pas en cause. Bon, Norbert m'a bien compris. Il sait qu'il a bien compris. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, messieurs. C'est bon. Ah, déjà, c'est terminé. Si, la coupure d'électricité au début de l'émission, c'était un délestage. On était branchés sur la ligne d'Abidjan. J'ai bien peur que ça revienne avant la fin. C'est pour ça que je mets fin avant que. C'est la fin. Mais on est obligé sinon parce que ça peut arriver à tout moment. Donc, il n'y a pas d'autre sujet? Non, il n'y a plus d'autres sujets. Bon, ok, moi je voulais, en tout cas, j'ai appris que Lionel Jospin nous a quittés ce matin. Ancien Premier ministre français. Donc voilà, j'aimerais en tout cas présenter mes condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique. Le seul homme de gauche. Oui, peut-être, Bref. juste un mot, ça a tout à fait raison, mais Jospin, au sujet de l'Afrique, avait une formule, ni indifférence ni ingérence. Aujourd'hui, il disparaît et j'ai le regret de constater, tout en associant mon émotion à celle de Vincent, parce que moi, il m'est arrivé de le croiser dans ma carrière, Lionel Jospin, que l'ingérence, elle est toujours là. Et l'indifférence au sort des Africains qui prennent la pirogue, elle est toujours là aussi. Merci Norbert, en tout cas nous avons une pensée pour Lionel. Je peux même faire une petite touche joyeuse. Moi je veux souhaiter un joyeux anniversaire à une de mes mamans, Karine Farah Majori, joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse. Voilà. Merci à la réalisation pour ce tournage dans des conditions assez particulières. Et puis beaucoup de courage aussi aux Ivoiriens. Ouais, on surtout. rigole. À tous mes gars de Gwenta. On les salue. Courage à ceux qui gardent leur riz couché et qui se périment dans le congélateur. Bonne soirée.